Donc voici maintenant quelques informations complémentaires par rapport à ce que vous a dit Denis Richet sur l'exercice et la nutrition. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que les sujets entraînés, ou pas du tout entraînés, enfin n'importe quel sportif en général mange extraordinairement mal. Et il nous a suffi de faire une centaine d'analyses diététiques pour s'en rendre compte, et pas des analyses sur 2 ou 3 jours, mais sur une semaine avec collecte de l'entièreté de ce qu'il mangeait, pesé, donc précise, ainsi que des analyses urinaires pour voir le métabolisme protéique. Donc je suis d'accord avec lui, les athlètes mangent mal. Maintenant, je ne vais bien sûr pas reprendre toute une série de choses qu'il a dites, et je vais au contraire essayer d'être un peu plus énergétique en vous parlant des substrats énergétiques. Je sais que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui savent cela, mais néanmoins, je vous rappelle que l'ATP est la seule source d'énergie reconnaissable et utilisable directement par un muscle, grâce à la myosine ATPase, mais hélas, nous avons très peu de réserves. Donc, pour pouvoir resynthétiser cet ATP, nous prenons des réserves qui sont présentes dans l'organisme, telles que de la phosphorylcréatine, du glucose ou du glycogène, ou encore des acides aminés, des acides gras et du pyruvate. Grâce à tout cela, on libère, n'entrons pas dans le détail, une série de molécules d'ATP complémentaires qui vont effectivement servir à remettre en réplétion cet ATP qui aura été utilisé pendant n'importe quel type d'exercice. Oui, mais il faut quand même voir l'aspect quantitatif. Alors qu'avons-nous comme réserve? Petit rappel. Si nous prenons ce qui se trouve dans le muscle vaste externe du quadriceps de l'homme, nous voyons que les quantités en ATP sont relativement faibles, pour ne pas dire ridicules. Celles de la phosphorylcréatine sont légèrement supérieures, parfois entre 2 et 3. La quantité de glycogène, c'est nettement plus important. Les triglycérides, il y en a très peu, mais la quantité d'énergie qu'on peut en retirer est importante, et les acides aminés, il y en a peu. Donc, l'important, c'est de voir finalement cette dernière colonne. Et vous voyez que ce que peut utiliser comme substrat énergétique par gramme de muscle, mais il y a très peu pour l'ATP, il y a très peu pour la phosphorylcréatine, et les 2 réserves importantes sont en effet le glycogène et les acides gras. Mais cela, c'est dans le muscle. Toutefois, on vous l'a montré suffisamment, on va effectivement déplacer des réserves énergétiques. Oui, mais lesquelles? Eh bien, dans l'organisme en entier, toujours quelqu'un qui pèse 70 kg, donc un athlète, je dirais, ordinaire, nous avons pratiquement 10 kg de triglycérides, ce qui va donner un nombre impressionnant de kilocalories. En réalité, il pourrait pratiquement courir un marathon à la vitesse du marathon pendant 2 jours et demi, non-stop, ce que personne ne peut faire, ou bien vous le verrez, et ce serait notre prochain sujet. Protéines, 6 kg, mais ce sont évidemment 6 kg de muscles, 6 kg de poids sec. Or, nous allons en utiliser relativement peu, nous verrons ça dans un instant. Dans le foie, nous n'avons que 100 grammes de glycogène. Dans l'entièreté des 28 à 30 kg de muscles, nous en avons environ 500. Et puis les substrats circulants, dans les 5 litres de sang, on a plus ou moins 23 à 25 grammes de substance, donc c'est très peu. Et vous voyez à nouveau que ATP et phosphorylcréatine sont ridiculement faibles. Donc, on peut bien dire que si le muscle va utiliser essentiellement ces 2 substrats pour faire des exercices hyper intensifs mais de courte durée, si je veux que ça dure, je suis obligé de prendre du glycogène, je suis obligé de dégrader du glycogène au niveau hépatique et bien sûr de mobiliser des acides gras. Bien. Allons-nous utiliser beaucoup d'ATP? Mais si je contracte un muscle d'une manière intensive, on voit que même si c'est intensif, je suis fatigué, très fort fatigué, mais je vois que j'ai tout de même encore quelques 60 à 65% d'ATP qui restent présents dans le muscle. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'on récupère tout de même pas aussi vite qu'on pensait. C'est pratiquement entre 10 et 15 minutes après l'arrêt de l'exercice qu'on récupère ce fameux ATP. Donc, réserve en ATP, il y en a peu, mais je ne parviens pas à les utiliser complètement, heureusement. Qu'en est-il des réserves en phosphorylcréatine? On vous a déjà présenté ce petit schéma, donc je ne vais pas tellement insister. Si ce n'est que, si l'exercice est intensif, il ne me faut que 5 minutes, pratiquement, pour tout récupérer. Donc ceux qui essayent de vous vendre de la poudre de perlimpinpin en disant, voilà, c'est plein d'énergie, il y a beaucoup d'ATP, il y a beaucoup de phosphorylcréatine,
ne dépensez pas votre argent, proposez cela à votre voisin. Si vous voyez maintenant la mobilisation du glucose en provenance du foie, eh bien on voit effectivement qu'en fonction de l'intensité de l'exercice, faible intensité, puis de plus en plus intensif, on voit que par des, je dirais pas des manipulations, mais des prises artério-veineuses faites chez l'homme, on voit effectivement qu'en l'espace d'une vingtaine, trentaine de minutes, à 85% de la puissance maximale aérobie, vous allez effectivement pratiquement très vite vider votre foie de cette réserve. Donc le foie va se vider lentement de son glucose, donc son glycogène, en fonction et de l'intensité et de la durée de l'exercice. Qu'en est-il maintenant au niveau du muscle lui-même? Et nous savons qu'en fonction de l'intensité croissante de l'exercice, on va effectivement avoir une utilisation de plus en plus croissante, exponentielle, de ce glycogène intramusculaire. Donc tout ceci pour dire quoi? C'est qu'en réalité, nous allons essentiellement devoir nous reposer sur nos réserves en glycogène, au niveau du foie, au niveau du muscle, si on veut que l'exercice dure un peu plus que quelques minutes. Or, comme nous allons voir dans les petits schémas que j'ai préparés, dans la nage, qui va du 100 mètres jusqu'au 1500 mètres, moins pour le 100 mètres évidemment, mais pour le 1500 mètres, on va quand même utiliser pas mal de glycogène, et particulièrement dans les périodes d'entraînement. Pour les graisses, on ne s'en préoccupe vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'avec nos 10 kg de graisse, on pourrait, je crois, faire la traversée de la Manche au moins 3 ou 4 fois. Donc, on va mobiliser ces graisses dans le plasma, mais vous voyez que même dans la phase de récupération, ça continue encore à monter. C'est un problème biochimique de régulation, je n'entre pas dans le détail. Mais donc, on en a suffisamment qui sont mobilisés. Qu'en est-il pour les acides aminés? On voit que ces acides aminés, c'est très simple. Aussi longtemps qu'on accroît l'intensité de l'exercice, on voit que le pourcentage d'oxydation des acides aminés, pris ici de la leucine à titre d'exemple, est pratiquement croissant. C'est presque trop joli pour être vrai, ça satisfait un statisticien presque au niveau du nirvana. Mais qu'en est-il de la quantité totale de protéines que doit prendre un athlète en général, toute discipline confondue? Certainement pas 0,8 g par kilo de poids corporel et par jour, comme dit la littérature chez des personnes qui sont, je dirais, actives, mais moyennement actives, mais certainement chez les sportifs. Or, ce sont des sportifs d'âge divers, entre 20 et 50 ans pratiquement. Mais vous voyez que cela devient positif en tant que bilan azoté, autrement dit, je dégrade autant d'acides aminés et de protéines que j'en mange, donc je ne perds pas de la masse musculaire, mais à ce moment-là, cela devient effectivement balance égale à 0, ou bilan égal à 0, lorsqu'on se trouve pratiquement à 1,2 g par kilo de poids corporel. Ça veut dire quoi? 50% de plus que ceux qui sont inactifs. Donc, effectivement, il faudra avoir un petit complément en protéines. Alors, il ne veut plus, là? Qu'est-ce que c'est, ce machin? Bizarre, ça. Cette machine serait-elle épuisée? Quelqu'un s'y connaît-il? Ah, mais Romain s'y connaît, semble-t-il. Il ne veut pas? Non, non. Il est méchamment... Ah, ça y est. Extraordinaire. Pardon? Ouais, peut-être. Ouais. Ah, c'est possible. Ouais. Alors maintenant, natation et métabolisme énergétique. Bon, que pouvons-nous dire à ce niveau-là? Eh bien, j'ai regardé dans la littérature et je dois bien reconnaître qu'il manque particulièrement d'études à ce sujet. Voici les 1, 2, 3, 4, 5 études qui ont été faites sur les bilans nutritionnels réalisés chez des sportifs. En dehors de cet exemple un peu particulier, parce que là, ils ont manipulé, je dirais, l'alimentation des sportifs, mais initialement, vous voyez que la proportion de glucides qui... je ne crois pas qu'il vous l'a dit, que Denis Richer dit effectivement, à juste titre, que ça doit être compris entre 58 et 60% du maximum en tant que quantité de glucides ingérés sur l'ensemble de l'alimentation. Mais vous voyez qu'ils sont tous en dessous, 43, 45, 55, 55, 42, bon. Donc, en général, on voit que la quantité de glucides ingérés semble être quand même inférieure à celle qu'on préconise en général pour un sportif.
le pourcentage de lipides est aussi excessif dans la plupart des cas, vu qu'on dépasse les 30%, sauf dans l'un ou l'autre, mais sinon on est bien au-delà. Et heureusement, au moins la quantité de protéines est valable, vu qu'elle doit être comprise entre 12 et 15%. Donc on voit en effet que, même si les bilans semblent être limités, les nageurs ne mangent pas ce qu'ils devraient manger au départ. Mais on pourrait tout de même aussi se dire, mais en réalité, il faut traduire ça en grammes par kilo de poids corporel. Et en principe, quelqu'un qui est inactif doit ingérer plus ou moins 6 grammes de glucides par kilo de poids corporel. Mais celui qui est actif, physiquement actif, surtout pour des épreuves d'endurance, il doit au contraire flirter avec les 8 grammes plus ou moins. Or, une fois de plus, on voit qu'il y a tout de même un apport qui est relativement inférieur. Par contre, ils sont particulièrement généreux et bien au-delà de ce 1,2 g. Vous pourriez me demander, mais est-ce que c'est dangereux si on va au-delà de ces 2 grammes? Pour l'instant, non. Nous avons pu démontrer, je ne vais pas parler de cela, tout de même dans le détail, qu'on peut facilement aller jusqu'à 2,8, 3 grammes sans que ce ait un effet nocif pour l'organisme. Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire, vu que 1,2, 1,5 c'est largement suffisant. Mais si à nouveau, si on a envie de dépenser bêtement de l'argent, c'est le moment. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui apparaît en tant que bilan réalisé par de l'eau doublement marquée. Parce que là, sur un laps de temps compris généralement entre 6 et 10 jours, on tient compte de l'entièreté de l'activité. Tandis que mesurer une consommation d'oxygène pendant 1 ou 2 heures, parfait, mais que se passe-t-il en deçà et au-delà? On n'en sait rien. Donc, quelques rares études, vous voyez, il n'y en a que 3, ont tenté de voir ce qui se passait chez des sportifs, et encore, c'était même pas des nageurs dans ce cas. Si, tout le monde, pardon, c'était des nageurs. Ils se sont demandé, mais nos nageurs, s'ils nagent pendant toute une semaine, ils vont dépenser combien au total dans leur période d'entraînement? Eh bien, voici le bilan. Or, le bilan, donc les entrées par rapport aux sorties, au moins pour 2 études, sont inférieures. Donc, ils ne mangent pas assez par rapport à la quantité totale d'énergie qu'ils ont dépensée. Par contre, l'autre démontre qu'il y a tout de même un bilan qui est positif, donc favorable, en d'autres termes, sur le plan énergétique équilibré. Donc, ça, c'est un peu troublant. Mais hélas, répéter ce genre d'analyse, c'est particulièrement compliqué. Pourquoi? Parce que ça coûte une somme, je ne dis pas astronomique, mais tout de même que les laboratoires d'éducation physique ne peuvent en général pas se permettre, parce que c'est vraiment très onéreux. Donc je vais me baser maintenant, pour avoir une petite impression indirecte de ce qu'il faudrait consommer en faisant des épreuves de nage, je vais me baser sur des travaux qui ont été nombreux, et il n'y a pas que Richard, mon petit, qui a fait ça, il y en a bien d'autres, mais je vais prendre certaines des formules qu'ils ont établies en fonction de la vitesse et en calculant effectivement la consommation en oxygène en fonction de la vitesse. Et vous voyez que les coefficients de confidence sont tout de même suffisamment élevés, R carré de 0,84 ou 0,92. On peut donc se fier à ce genre d'analyse. Donc c'est en fonction de l'accroissement de la vitesse. Parfait, mais on constate aussi qu'on peut introduire la masse corporelle. C'est ce qu'ils ont fait dans un deuxième temps. On ajoute la masse corporelle par rapport à la vitesse. Deuxièmement, Prendergast, donc au niveau, je dirais, italien et autres, vu que c'était Di Prampero et Firatelli qui avaient fait cela, ils observent aussi que pour une même nage, l'homme consomme pratiquement 40% de plus que la femme, et pour une vitesse identique. Donc c'est un problème effectivement de distribution de la masse énergétique. Donc en utilisant ce genre d'équation, on peut effectivement, en fonction de la vitesse de nage, de 0,6 jusqu'à pratiquement 1,3 mètres par seconde, on peut établir une consommation d'oxygène. Donc on peut facilement dire que c'est presque une droite, au moins une droite statistique. Je vais aussi utiliser cela pour une nage à vitesse constante, 0,9 mètres seconde, mais en variant la masse corporelle du sujet, bien sûr, étant donné cette autre équation, la consommation d'oxygène va croître en fonction de la masse de l'athlète. Quand je tiens compte de ces 2 critères et de ces équations de consommation, on peut alors établir une autre petite courbe
qui nous dit que, en fonction d'un 100 mètres jusqu'à un 1500 mètres de nage, bien sûr les vitesses maximales disponibles, la quantité ou les réserves en ATP, phosphorylcréatine, si je ne devais me baser que sur cela, serait ridiculement faible et pratiquement tout utilisé, donc je ne vais jamais aller jusque-là. Mais par contre, je vais puiser très vite dans les réserves en glycogène, donc je vais avoir l'utilisation de la glycolyse, n'utilisons pas le terme de glycolyse anaérobie, mais glycolyse, donc je vais du glucose, mais de préférence du glycogène jusqu'au pyruvate, puis de lactate éventuellement, donc une accumulation de lactate, et au fur et à mesure que j'accrois la durée de l'exercice, même si je tente, c'est une hypothèse, je tente de maintenir cette vitesse constante, en pourcent, ben vous voyez que encore avec 80%, je vais puiser abondamment dans les oxydations, donc dans le métabolisme dit purement aérobie, à partir du glycogène, mais aussi, bien sûr, un peu à partir des graisses. D'où on peut également, en fonction des quelques mesures qui ont été faites, à vos souhaits, indirectement, 50 mètres jusqu'à 1500 mètres, vous voyez que pour un 50 mètres, on va effectivement principalement utiliser la glycolyse, contrairement à ce qu'on croyait. L'ATP, phosphorylcréatine peu, mais déjà on a des oxydations. Ici, on se trouve avec 1 minute pratiquement, disons pour ceux qui sont je ne pas les moins bons, mais qui sont parmi les bons, mais sans être les performants au niveau olympique. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, l'ATP, phosphorylcréatine relativement pure, glucose ou glycogène de préférence, ensuite des oxydations, et au fur et à mesure que je prolonge, je vais bien sûr avoir le potentiel oxydatif. Quand je tiens compte de tout cela, je vais me lancer maintenant dans un petit calcul, pour savoir finalement, mais ces nageurs de compétition, entre un 100 mètres et un 1500 mètres, qu'est-ce qu'ils vont consommer pour un exercice unique, et qu'est-ce qu'ils vont consommer en période d'entraînement, par jour? Qu'est-ce que je vais devoir leur apporter comme alimentation, je dirais, adéquate? Je me suis basé sur ceci. Équation de mon petit, vitesse multipliée par le facteur pour arriver à la consommation d'oxygène. Ça fait 1. Deuxièmement, je me dis que si je veux réaliser 100 mètres en 1 minute, ben ça me fait à peu près une vitesse de 1,5 mètre par seconde. Si au contraire je fais un 1500 mètres en 16 minutes, dont je ne suis pas dans la performance olympique, mais néanmoins, ça me fait 1,2 mètre par seconde. Si enfin, comme j'essaie de le faire, au moins pour être plus performant, j'utilise jusqu'à 95% de ma puissance aérobie, parfait. Et si maintenant, je prends un entraînement, et je me dis qu'au cours d'une journée d'entraînement, maintenant, ne jetez pas, s'il vous plaît, des tomates, parce que je ne suis pas un entraîneur de natation, donc je me suis basé sur des informations qui m'ont été données par mes collègues. Éventuellement, je leur donnerai leur adresse. Donc, un entraînement de 100 mètres, en une journée, ils peuvent réaliser 20 fois un 100 mètres. S'ils font un 1500 mètres, mais qu'un de mes collègues de l'Université catholique d'Ouvain me dit, mais moi, je suis nageur, et effectivement, il m'arrivait de faire 3 fois un 1500 mètres au cours de la même journée. Donc, si j'utilise cela en tant que système d'entraînement, qu'est-ce que je vais consommer? Bon, une épreuve, 30 kilocalories, pas grand-chose. Mais comme je suis ici à 95%, donc j'ai utilisé 7 grammes de glycogène. 7 grammes. 1500 mètres, j'ai utilisé pratiquement 81 grammes. Donc celui qui a réalisé sa performance en tant que record olympique et qui veut récupérer le lendemain, mais qui mange normalement. Parce qu'il a suffisamment de glycogène en réserve dans son système musculaire. Par contre, s'il est en entraînement, 100 mètres, ben là c'est déjà 142 grammes de glycogène. Et s'il fait un 1500 mètres, il va monter jusqu'à pratiquement 245 grammes en glycogène. Oui, mais 245 grammes sur les pratiquement 500 grammes de disponibles pour la journée. Donc ça signifie que s'il veut effectivement poursuivre un entraînement suffisamment intensif pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il a effectivement intérêt à avoir une alimentation qui soit adaptée, même si au départ elle n'était pas tellement bien équilibrée. Est-ce que nous avons éventuellement quelques petites informations complémentaires, plus, je dirais, sur le terrain, plutôt que
des spéculations. Eh bien, voici les deux choses qui ont été faites. C'est par un de mes bons amis, Dave Costil, aux États-Unis, qui est un marathonien devenu nageur, mais il n'a pas hésité à planter son aiguille à biopsie musculaire dans le deltoïde d'un de ses nageurs. Avant de faire son 3,65 km par jour, au départ, il avait 130 millimoles par kilo de poids corporel en tant que glycogène, et à la fin de sa journée, après 3,65 km, il n'en avait plus que 40 millimoles. Donc, il lui restait pratiquement 31%, le tiers de ce qu'il avait. Il a perdu, en effet, plus ou moins 13 grammes par kilo. Mais par contre, Costil, un peu plus tard, montre que si on va jusqu'à 6 km par jour, toujours en entraînement de crawl, chez ce sujet, il a pu estimer, parce qu'il n'a pas fait la biopsie avant, mais il a fait après, donc un petit biais, je dirais, technique, il a pu estimer qu'il avait pratiquement utilisé ces 500 grammes de glycogène. Donc, pour les épreuves intensives et de longue durée, et surtout répétées dans les périodes d'entraînement intensif, il y a tout de même un aspect fondamental dans la manière dont on va s'alimenter. Alors, comment allons-nous faire pour récupérer ces fameuses réserves énergétiques? Bien, nous avons vu ATP, on n'en parle pas, c'est rapide, 15 minutes. Phosphorylcréatine, tout aussi rapide, 5 minutes. Les lipides, on a suffisamment de réserves, donc c'est exclusivement le glycogène qui est nécessaire pour les périodes d'entraînement en tant que substrat énergétique. Je ne parle pas des micronutriments, des antioxydants, etc. Non, ça c'est ce que vous a dit Denis Richer. Moi je vous parle exclusivement de ce qu'ils vont consommer comme matériaux énergétiques. Donc, on va se charger en glycogène, en prenant du glucose en quantité presque semi-industrielle, dans certains cas. Mais, vous avez déjà vu 2 fois ce type de courbe. Si je fais un exercice intensif, la déplétion en glycogène peut être fort importante, et je mets hélas pratiquement, dans ce cas-ci, pratiquement 24 heures pour récupérer avec une alimentation, je dirais, non pas hyperglucidique, mais au moins une alimentation de 60 à 65% d'apport glucidique. Donc c'est un phénomène lent. On dégrade vite et on récupère très lentement. Mais comment pourrais-je faire pour tenter de mettre la récupération de ce glycogène au niveau des muscles la plus adéquate possible? Eh bien, hélas, le muscle ne peut pas effectivement se surcharger en quantité industrielle de glucose fourni par l'alimentation, avec comme arrière-fond que plus j'en donne, au plus je vais effectivement synthétiser du glycogène rapidement. On constate, hélas, que quand vous prenez ce graphique d'un de mes collègues hollandais, quand je prends ce graphique et je vois la quantité de glycogène qui est resynthétisée en fonction de la quantité de glucose qui est donnée par minute, en grammes par minute. Ici, ça vous fait donc pratiquement 120 grammes de glucose par minute, par heure, pardon. 120 grammes. Eh bien, vous voyez qu'on arrive effectivement à un plafond. Donc, je ne peux pas aller au-delà. Ça ne sert à rien de donner des quantités excessives immédiatement en tout cas, au-delà d'une certaine quantité, parce que je ne parviens pas à faire entrer ce glucose dans nos cellules pour le transformer ou plutôt l'ajouter au glycogène existant. Donc, il y a une limitation dans la resynthèse du glycogène. Et on voit aussi que, en fonction de la charge totale utilisée par jour, mais on va aussi avoir effectivement cette limitation. Or, rappelez-vous, si je me trouve avec 600 grammes que je prends au cours d'une journée, mais nous savons qu'il faut s'alimenter vite au cours de cette journée. Ça fonctionne plus, mais je pouvais crier un peu plus fort. Donc, si effectivement ça va, on peut augmenter la quantité, la charge totale jusqu'à 600 grammes. Si vous pesez effectivement 60 kg, ça vous fait tout de même 10 grammes par jour. C'est ce qui est parfois recommandé aux athlètes qui ont de fortes déplétions glycogéniques. Mais vous voyez tout de même que la quantité de glycogène resynthétisée va de toute façon arriver à un optimum. Raison pour laquelle, même si vous chargez fortement, ne vous attendez pas qu'en prenant 2 fois plus, vous allez récupérer en 12 heures. Non, vous allez récupérer effectivement pratiquement en 24 heures. Donc il faut effectivement, après l'entraînement, prendre des pâtes, du riz, tout ce qui est de l'amidon. Rapidement, quand je dis rapidement, ça veut dire pratiquement dans les 2 heures qui suivent l'arrêt de l'activité, il faut prendre la charge maximale, et puis on réduit un tout petit peu, mais il faut tenter à prendre 8 grammes
de glucides par kilo de poids corporel. En faisant ça, il y a un certain espoir de pouvoir récupérer relativement vite son glycogène, vu que c'est l'essentiel pour le nageur. Mais vous pourriez me dire, est-ce qu'on n'aurait pas éventuellement une autre technique que pour pouvoir être plus vite disponible et améliorer sa performance le lendemain, par exemple, en compétition éventuellement? Oui, il existe effectivement une possibilité, mais elle est hautement préférentielle et je dirais seul un nombre très limité d'individus, et à ma connaissance, je crois que je n'en ai vu qu'un cas, est capable de pouvoir faire cela, mais il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Donc, c'est valable, mais ça n'est pas valable pour tous. Je vous remercie pour votre attention.